Et bonjour, nous voici en direct pour une nouvelle émission de Face à Face. J'ai préparé cette émission depuis longtemps, style un quart d'heure par jour, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et c'est une émission que je voulais faire depuis longtemps. Donc aujourd'hui je suis prêt. J'ai pas encore le nom de l'émission, ça viendra avec un petit peu d'intuition. J'attends l'intuition pour le nom de l'émission. Alors, il va s'agir quand même d'ufologie. L'ufologie en France fait surtout sourire. Il n'y a pas ou très rarement d'émissions à la télé. Donc, si cela ne passe pas à la télé, vous voyez ce que je veux dire. De plus, quand de temps en temps une émission est réalisée sur le sujet, c'est pour se moquer allègrement. L'autre problème majeur de l'ufologie en France est que strictement n'importe qui peut se déclarer en se levant le matin être ufologue. Il n'y a pas d'études, pas de diplôme, mais donc on a droit dans ce domaine à tout et à n'importe quoi. Des illuminés qui attendent des extraterrestres sauveurs de l'humanité, aux conspirationnistes qui remettent tout en cause, décrivant un tableau noir de cette même humanité qui serait contrôlée par des reptiliens. Inutile de vous dire que la personne qui souhaite s'intéresser aujourd'hui à l'ufologie est totalement noyée dans un flot d'informations qui, pour la plupart, sont totalement ubuesques. Quand je discute ufologie avec des groupes, il se trouve toujours dans ces groupes des personnes pour dire que c'est du grand n'importe quoi. Je leur demande alors leur expertise dans le domaine, et là, ils m'avouent qu'ils n'y connaissent rien. Il est certain que si au siècle dernier, on avait montré un morceau de caillou de la silice dont on va extraire du silicium, et que l'on aurait tenté d'expliquer que 100 ans plus tard, grâce à ce silicium, on construirait des ordinateurs, des smartphones, en expliquant ce que c'est et leur utilité, on aurait fini chez les fous. Mais l'ufologie rencontre encore un autre problème. Comme c'est un sujet sensible, des soi-disant ufologues sont mis en avant et qui ne sont en fait que des agents de diverses officines qui sont mis justement en lumière pour récolter les informations du terrain. Et des informations, des preuves, croyez-moi, il y en a. Parmi ces preuves, il y a des implants qu'on retrouve dans son corps. Alors, ils sont appelés implants extraterrestres. On verra la précision de ce nom. Je vais essayer de faire une émission la plus précise possible dans ce domaine. Et justement, dans un des derniers numéros de Nexus, magazine que je conseille vivement à tous, donc celui-ci, en plus, avait un superbe sujet sur les vaccins. C'est un magazine indépendant qu'il faut soutenir. 0% de pub, 100% d'infos. Il est vraiment très bien fait. Et donc une personne, nommée Jérôme, a osé témoigner de cette preuve recueillie qui a été donnée à des soi-disant ufologues. Lisons ensemble ce court article. J'espère que Nexus ne m'en voudra pas. Mais franchement, achetez-vous et abonnez-vous à Nexus. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le titre est « Abduction, où est passé mon artefact ?» Jérôme dit « J'ai des contacts répétés avec différentes entités depuis l'âge de 4 ans. Je ne vais pas raconter l'histoire de mes 44 dernières années, ce serait trop long. Donc, venons-en au soir du jeudi 25 mars 2010. Nous sommes en Bretagne, dans la commune de Quessoy, au lieu-dit Le Beaufrère. Ma femme est déjà couchée et moi je me couche à 22h30. Après quelques secondes, je sens qu'ils arrivent et je reconnais les basses fréquences qui précèdent la paralysie. J'ai les yeux ouverts, mais je suis dans un brouillard blanc. Je distingue des formes sombres, je sens qu'on me touche. D'un seul coup, tout disparaît et je suis à nouveau dans mon lit. Je regarde au pied du lit. 2 êtres sont là, un de chaque côté, un pour moi, un pour ma femme. Je suis très en colère et j'arrive à surmonter la paralysie. Je me redresse dans mon lit et là, l'être à droite disparaît. Je regarde le deuxième et je ressent qu'il est coincé et son collègue a disparu. Je sens sa confusion. Il se passe quelque chose qui visiblement n'était pas prévu. L'être recule sur sa gauche et se cache derrière l'armoire. Je me lève, j'arrive devant lui.
Il est là, tout petit, environ 1 mètre. Il est de couleur crème, avec du bleu pâle, une grosse tête, de grands yeux, des bras et des jambes toutes minces, et un tout petit torse. Je ressens toujours sa confusion, mais moi, je veux le frapper. Je suis tellement en colère. Au moment où je vais le frapper, il me touche l'avant-bras avec une baguette qu'il tenait dans sa main droite. Je reçois une énorme décharge électrique et je suis propulsé en arrière en tombant sur mon lit. Je me réveille, il est 0h30. Ma femme dort profondément. J'ai du mal à me rendormir et mon cœur bat très fort pendant 1 heure. Le lendemain matin, je me rends compte que j'ai une grosse écorchure sur l'avant-bras gauche et au fond de la plaie se trouve quelque chose de noir. Je retire cette chose noire et l'enferme dans une fiole étanche. Un peu plus tard, je l'observe au microscope. C'est un triangle doré à la lumière et strié horizontalement de haut en bas, comme une pyramide à degrés. Mais je ne sais pas quoi faire de cet artefact. Donc je le confie à Thierry Larquet, responsable des reports ufologiques de Brest, qui le donne pour analyse à Alain Boudier de la 3AF, Association aéronautique et astronautique de France, au sein de laquelle la commission Sigma est chargée de l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Plusieurs mois passent, pas de nouvelles. En 2012, j'assiste à une conférence à l'université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement, conférence organisée par Stéphane Alix, très connu de tous. J'aperçois alors Jean-Gabriel Grélé, encore plus connu, membre de la commission Sigma. Donc à la pause, je vais voir Grélé, je me présente, lui demande cash ce qu'il est advenu de mon artefact. Il me répond qu'il a été analysé, que le rapport a été transmis au plus haut sommet de l'État et que je ne le reverrai plus jamais, cet artefact. Plus tard, Thierry Larquet demandera avec insistance à Alain Boudier ce qu'il est devenu de l'artefact et sa réponse sera à 2 reprises Joker. Bien, maintenant essayons de faire un point sur ce sujet. Regardons si des scientifiques dignes de ce nom et indépendants ont étudié ces implants dans le monde. J'en ai discuté avec mon ami Corrado Malonga, qui, je vous le rappelle, outre être docteur en chimie organique, a été le responsable du CUN italien, le centre ufologique de ce pays. Je vous réitère le conseil déjà donné de regarder la vidéo que j'ai faite avec lui sur cette même chaîne. Il a mené des milliers d'hypnoses, de vraies hypnoses, hein, pas celles que donc vous avez l'habitude de voir sur les chaînes YouTube qui n'en sont nullement. Sur des abductés, on ne va pas revenir sur le sujet de ces hypnoses qui, comme vous le savez, pour ceux qui ont lu son livre, écrit il y a 22 ans, sont très complexes à mener. Et il faut vraiment être un spécialiste pour savoir si le sujet a été vraiment abducté. Mais y a-t-il des preuves de ces abductions, comme par exemple l'artefact trouvé par Jérôme dans l'exemple que je vous ai cité plus haut? La réponse est oui, et ils ont été, à l'instar de celui de Jérôme, analysés. Ces implants sont fascinants, comme vous allez le constater. D'autres scientifiques ont travaillé sur ces implants, comme Roger Leir, chirurgien américain par exemple, qui a été, quand il a commencé à travailler sur ce sujet, longuement discrédité pour être réhabilité tout récemment encore. Le premier implant découvert, après une hypnose, dans un doigt de pied, était recouvert d'une fine membrane chitineuse, qui, on ne sait comment, en empêchait le rejet. Je rappelle à tous que la chitine est un matériau résistant et souple, ou dur lorsqu'elle est associée à du carbonate de calcium. Elle est synthétisée par des glandes spéciales, glandes à chitine, de nombreuses espèces, animales ou fongiques. Elle est très répandue surtout dans le monde des insectes. La spectrométrie de masse atomique à structure fine est normalement utilisée pour l'analyse des météorites, car elle permet de peser les fragments d'une ou plusieurs molécules et d'identifier le pourcentage isotopique, c'est-à-dire le nombre de neutrons présents dans le noyau des substances analysées. Il est important de savoir que le nombre de neutrons métalliques du tableau périodique de Mendeleïev dépend de la position et de l'origine des métaux provenant des différentes régions de l'univers. En d'autres termes, sur Terre, nous avons certaines valeurs, mais sur Mars, nous en aurons des différentes. Les pourcentages isotopiques de cette découverte ont clairement montré que le nombre de neutrons dans le noyau des différents éléments trouvés dans la micropuce du pied de notre abducté était différent de ceux que l'on pouvait attendre d'une découverte terrestre.
Les analyses, contresignées par quelques instituts universitaires américains, étaient irréfutables. Évidemment, la réponse des sceptiques fut que c'était un bout de rester assis. Météorite. Bah oui, on découvre quelque chose dans un pied d'inconnu sur Terre, donc conclusion, c'est un fragment de météorite. Pourquoi chercher plus loin? Lol. Ce fragment de météorite serait rentré dans le pied sans provoquer de liaison, il aurait construit une membrane chiquineuse autour de lui pour ne pas être rejeté par le corps, circuler, il n'y a rien à voir. C'est juste de l'humour, hein, pour vous montrer le ridicule de certains scientifiques qui restent cloisonnés dans ce qu'ils savent, et ce qu'ils savent, c'est la science infuse, bien évidemment. Alors, quel type de laboratoire utilise-t-on? Il faut un laboratoire capable de faire des analyses quantitatives et qualitatives de base. Des tests de dureté, des analyses chimiques qui peuvent aller aux composés ajoutés qui ne devraient pas être présents. Si nécessaire, des tests doivent être effectués pour évaluer les pourcentages isotopiques présents sur les matériaux, qui sont une sorte de signature sur la provenance éventuelle du matériau, qu'il soit terrestre ou non. Et puis des procédures spéciales sont nécessaires pour ne pas détruire les objets en les étudiant. En ce qui me concerne, disait Daryl Sims, un autre chercheur, j'utilise une chaîne de laboratoires, des laboratoires privés, ceux de l'Université de York. Certains travaux sont effectués par l'Université de Stanford. J'ai 3 scientifiques privés qui traitent de haute technologie, qui ne veulent évidemment pas mentionner leur nom, et on les comprend, hélas. Par la suite, on a découvert en Italie, puisqu'on parle surtout de l'équipe de Corrado Malanga dans cette émission, et à l'étranger, que les micro-implants placés dans les membres inférieurs de nos abductés étaient de plus en plus traçables, comme le montrent les plaques radiographiques que nous rapportons ci-dessous. Donc là, vous voyez bien une radiographie d'un pied gauche où l'on voit quelque chose qui ne devrait pas être là. Et on le voit bien sur ces radios. Pendant ce temps, l'analyse isotopique s'installe. Il convient de le dire, tandis que l'air en extrait un autre, le patient a eu la réminiscence d'un enlèvement en février 2008. L'objet, situé dans le deuxième orteil du pied gauche, émet une fréquence radio de 14,74850 MHz. Je répète pour les passionnés amateurs de fréquence, si jamais ils peuvent tester cette fréquence, moi j'ai pas d'appareil pour la tester, 14,74850 MHz. Il a également irradié dans la bande ELF des micro-ondes. Roger Lehr et son équipe l'ont extrait sous anesthésie locale le 6 septembre 2008. L'objet s'est décomposé en plusieurs fragments, une fois extrait, et surtout, il n'émettait plus. En attendant, une autre analyse d'un autre implant apparaît dans le pied d'un sujet américain, conventionnellement appelé Smith pour préserver son anonymat. Les analyses effectuées sur ce micro-implant ont montré encore une fois un pourcentage isotopique différent de celui terrestre. Voici les tableaux avec les analyses élémentaires et en suivant les tableaux avec les pourcentages isotopiques différents des pourcentages terrestres. Rappelons que Lehr et Sims comptaient sur 5 universités pour obtenir ces données. Donc là, nous avons les analyses et voilà le micro-implant qui est là. Vous voyez comme c'est vraiment tout petit. Quelques images en même temps de l'équipe de Lehr en train de retirer un implant. Et voilà l'appareil qui mesure les fréquences qu'il émet de près que je vous ai donné. Voici une autre photo d'un implant. C'est vraiment tout petit. On voit bien la membrane chiquineuse tout autour de lui, qui vient à peine d'être retirée. Et voici enfin le tableau des différences isotopiques sur les fragments. Donc, à droite, vous avez terrestrial isotopic abundance, c'est-à-dire les taux en fonction des isotopes qui sont tout à gauche. Les taux des isotopes terrestres. Et là, sample isotopic abundance, c'est ce qu'on a relevé sur les échantillons prélevés. Donc vous voyez quand même des différences assez notables
qui ne peuvent pas être expliquées puisque ces isotopes-là n'existent pas, tout simplement pas, sur Terre. À ce point, le nombre de personnes ayant reçu des fragments de météorites explosa littéralement. Encore de l'humour. On voit très bien ces implants avec des radios que l'on retrouve aussi dans les mains. Parce que c'est pas que dans les pieds, on verra, c'est un petit peu partout dans le corps. Et vous voyez, là où ils sont placés dans les mains. Là, c'est très net, main gauche et main droite en même temps. Des scientifiques de renom commencent à prendre ce phénomène très au sérieux. L'un d'eux est le physicien Robert Koons, affecté à l'Agence de sécurité nationale. Il enseigne tout simplement l'électronique liée à la collecte de renseignements à distance. Son habilitation est un secret à vie de l'Agence de sécurité nationale, avec endossement cryptographique et accès par mot-code. Voici ce qu'il dit. Je note les rapports d'isotopes non terrestres rapportés de l'implant putatif, les émissions d'énergie électromagnétique rapportées et la microstructure apparente du dispositif. C'est une preuve physique qui a été et peut être analysée. Je note également que le scientifique interrogé semble assez lucide et sensible. En outre, le scientifique a des connaissances démontrables sur les nanotubes de carbone et semble bien être le scientifique qu'il prétend être. Je ne vois aucune raison d'ignorer ce que disent ces hommes. En fait, tout le contraire est vrai. Mon opinion est que cette question devrait être prise très au sérieux et finalement devrait être ouvertement adressée par les autorités fédérales et par le public. Cependant, je me rends compte que les autorités fédérales sont peu enclines à aborder ouvertement cette question et mon opinion est que les médias d'information traditionnels n'écriront même pas un seul article impartial sur le sujet. Néanmoins, s'il est vrai que des personnes extraterrestres placent des implants dans le corps de citoyens américains et de scientifiques américains, alors la question est de nature nationale et pourrait être plus sérieuse que la menace d'Al-Qaïda et de la Corée du Nord. Il est possible que mes commentaires se heurtent à la moquerie et à la dérision, dans certains milieux, mais cela ne me dissuade pas du tout. Donc voilà quand même ce qu'un célèbre physicien spécialiste de données cryptées dit. Je vous mettrai dans la présentation YouTube de cette émission le lien vers les recherches de Robert Koons. Souvent quand je fais un texte, je présente rapidement l'émission, et en dessous, je mets les liens. Je les mets là. Des implants dans le corps des abductés présumés se trouvent également dans les yeux, derrière les bulbes. Ce sont de petites sphères. Elles ressemblent à un matériau en porcelaine. Parmi celles-ci, il semble y avoir un exemple extrait seulement d'un patient par Darrell Sims. Cela ressemble à une coquille creuse, et l'on sait très peu de choses sur ce type d'implant. Il faut garder en esprit que sur cette planète, il existe déjà la technologie pour implanter des puces. Pour ceux qui veulent creuser l'état d'avancement de ces technologies, qui vont très vite, qui vont des puces pour retrouver la vue, à de micro-implants dans le cerveau pour enregistrer les pensées, je vous mets également le lien et quelques photos de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui au niveau de ces micro-puces que l'on implante dans le corps. Alors aujourd'hui, déjà, il y a des sociétés qui demandent à leurs salariés d'implanter ces micro-puces. Ça leur évite plein de choses. Ça leur permet l'accès au bâtiment, ouverture des portes toute seule, plus besoin de badge, plus besoin de badger justement pour savoir combien de temps on est sur son lieu de travail. Donc c'est quelque chose en forte explosion dont vous allez entendre parler de plus en plus souvent. Reprenons ce que disait Corrado Malanga. Dans les analyses que nous avons menées au cours des 25 dernières années sur le problème de l'abduction, nous avons rencontré différents types d'implants extraterrestres. Le sujet ne sait souvent pas, à un niveau conscient, avoir ces implants, mais en lui-même a la connaissance que quelque chose a été implanté. En effet, lors de l'hypnose réalisée pour vérifier les souvenirs d'éventuelles abductions, le sujet tend à se souvenir d'interventions chirurgicales égales pour tous les témoins, dans lesquelles quelque chose est soit inséré derrière ou à l'intérieur de l'oreille, derrière la colonne vertébrale, dans le cerveau, en passant par la narine droite. Il y a aussi des histoires d'opérations au genou et au pied. Nous n'avons jamais orienté nos recherches sur l'identification d'implants, mais celles-ci sont sorties par elles-mêmes, et on va dire presque par hasard,
Le fait qu'il soit sorti de même signifie qu'il y en a beaucoup dans le corps d'un sujet. En fait, les sujets qui viennent à nous maintenant nous apportent des tests médicaux dans d'autres périodes de leur vie où l'on voit ces implants sur les radios. Et les médecins, évidemment, ne savaient, ne savent pas, ne sauront pas comment l'expliquer. Nous avions découvert que les abductés perdaient du sang par le nez, mais ils le perdaient de la narine droite s'ils étaient droitiers, et de la gauche s'ils étaient gauchers. Mais attention, on utilisait les termes droitier et gaucher de préférence. En fait, quelle est la préférence si on est vraiment droitier ou vraiment gaucher? Mais on avait découvert une chose extraordinaire. Tous les abductés du monde sont ambidextres, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi bien la main droite que la main gauche, même si tous les ambidextres ont une préférence en fonction de ce qu'ils le font, d'utiliser la main droite ou la main gauche. Cette découverte est due aux milliers de personnes que nous avons examinées, et sur un si grand nombre, il était facile, tôt ou tard, de remarquer cette étrangeté. Là, je vous mets un implant qui est situé à la base du cou. Donc là, vous le voyez, il a encore une forme différente. Enfin, à la base du cou, c'est dans le crâne. Hein. Logiquement, ces personnes avec de tels implants dans le crâne devraient être déjà mortes. Du reste, quand elles passent des radios, des IRM, des scanners et que les médecins découvrent ces implants, ils ne savent bien évidemment pas comment les interpréter. Un petit extrait de ce que Monsieur Tout-le-Monde peut avoir en passant par la médecine classique. Il s'agit d'un IRM passé dans, vous voyez, l'hôpital universitaire de Pise, en Italie, en 2007, où le médecin note, même si c'est écrit en italien, je traduis en résumé, une minuscule aire d'hyperdensité. Alors, il la voit où, cette minuscule aire d'hyperdensité? Il la voit là. Vous voyez? En comparant deux implants logés dans le crâne, on peut noter à l'IRM une drôle de ressemblance. Les deux implants ont exactement les mêmes mesures en longueur et en largeur, et on peut affirmer que tous les réels abductés ont ces implants. Mais comme le dit Malonga, on ne peut pas le prouver à grande échelle car ils n'ont pas évidemment tous passé une IRM. C'est vraiment, on a une IRM quand c'est lié à un cas médical. Certains sujets, parce que vous voyez bien que on va pas, si Malonga dit ah tiens, en hypnose tu as un implant, on va passer une IRM quoi. Quel docteur va accepter qu'il passe une IRM parce qu'il pense qu'il a un implant extraterrestre dans la tête? Vous imaginez la tête du Toubib si on lui dit ça. Certains sujets qui ont des implants au niveau des oreilles subissent de grandes interférences quand ils sont au téléphone. Quand on entend parfaitement du reste l'interférence, et cela ne se produisait pas quand ils utilisaient l'autre oreille. Une mère abductée rapporta à Malonga une étrange anomalie dans le crâne de son fils. Les médecins en ont conclu un développement veineux. Donc voilà les clichés. Mais les experts de Malonga ont observé tous les clichés et se sont aperçus en étudiant les IRM de face que ce que le médecin considérait comme un développement veineux était en fait que composé de deux objets identiques en forme de petits clous, comme on peut le voir sur ces clichés. Cette IRM porte l'équipe de Malonga à conclure que le tissu qui compose ces deux étranges petits clous ne peut être de type métallique, mais est composé d'un matériau mou, car aucune personne au monde avec un implant métallique situé dans cette partie du cerveau ne pourrait survivre. On pourrait aussi supposer, même si cela semble de la science-fiction, que le sujet, à travers son ADN, avait reçu des instructions pour fabriquer cet implant. Une autre patiente raconta à Malonga que lorsqu'elle était petite,
elle avait l'obsession que quelqu'un lui avait mis quelque chose dans la tête. Malanga demanda de vieilles radiographies tout en prenant des photos de la tête où il aperçut une cicatrice que sa patiente ne se souvenait plus d'où elle se l'était faite. Donc là, on voit bien clairement la cicatrice sur le front de la patiente. Et dans cette radio, on met une flèche pour montrer la position de la cicatrice, avec la flèche du haut, bien sûr. En travaillant sur l'ordinateur, l'équipe de Malanga remarque un implant sous-cutané, presque transparent, peut-être construit avec un polymère conducteur, donc invisible aux rayons X. L'analyse informatique a conduit à mettre en évidence une sorte d'objet rond, connecté, à certaines branches qui étaient reliées comme des grappins à l'os du crâne frontal gauche. La chose intéressante était liée au fait que des lettres, tenez-vous bien, hébraïques, semblaient être imprimées sur cette pièce. On voit le traitement après le traitement via ordinateur. Voici ces lettres hébraïques. Il était intéressant d'observer comment les 4 lettres de l'alphabet hébreu étaient inversées, et cela ne pouvait se produire que si le micro-implant avait été introduit produisant une coupure sous la peau de notre abducté et inséré quasiment en ligne droite, donnant sur la surface du crâne. Donc, vu de l'autre côté avec les rayons X, nous pouvions voir que ce qui était écrit ici apparaîtrait autrement. Une note intéressante était liée à l'histoire de cet abducté qui avait des souvenirs d'aliens insectoïdes que d'autres abductés avaient corrélés avec la présence de militaires, justement, israéliens, reconnus dans l'hypnose régressive par les insignes sur les costumes militaires. Il est intéressant de noter le nombre incroyable de séances d'hypnose où des militaires sont liés avec des Hittites. Ici, ce sont des Israéliens. Mais nous avons plein d'autres exemples de séances avec des Français, des Américains, des Italiens, etc. Bref, si on étudie un petit peu tout le panel de ces séances d'hypnose réalisées par des vrais professionnels, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de races Hittites différentes avec des dizaines d'armées différentes, terriennes bien sûr. Très bizarre. Mais on y reviendra un peu plus loin. Mais les choses les plus intéressantes étaient aussi liées à un autre objet qui, dans la radio, n'aurait pas dû être là. C'était un objet apparemment solide, peut-être métallique, qui se détachait près de l'appareil buccal du sujet et que le dentiste, qui avait fait une radio panoramique dentaire, avait identifié comme étant le reflet du piercing que portait le sujet analysé à ce moment-là dans le nez. Le sujet présumé se souvenait très bien en hypnose qui et comment avait introduit cet objet et où il était maintenant placé. Il l'avait décrit avant de le découvrir, sa position au cours de l'hypnose. Le vice que les extraterrestres auraient à mettre cette chose dans la bouche des abductés serait répandu. Nous le trouvons chez presque tous nos abductés, leur rappelant avec des techniques hypnotiques appropriées les positions de tous les implants qu'ils ont sur eux. Nous avons récemment appris que ces données étaient également en position du CUN, le Centre national ufologique italien, qui s'est bien gardé de les divulguer, peut-être parce qu'il n'a pas compris l'importance, ou peut-être parce que, comme nous le pensons, il est complice du pouvoir en place. Sur une autre abductée, ayant eu un accident de la route, et sur qui une IRM a été faite, Malanga et ses équipes constatent que l'implant a une densité presque comparable au carbure de silicium, qui, tiens, est lui aussi utilisé de nos jours pour fabriquer des puces. Alors évidemment, l'abducté savait de quoi il retournait, mais elle ne put s'empêcher de rire aux conclusions des médecins qui montrent qu'ils ont une imagination sans limite. Le médecin généraliste a dit au sujet que lorsqu'elle était enfant, elle avait accidentellement écrasé un morceau de métal qui avait traversé tout le corps jusqu'à la mâchoire. Il fallait l'enlever avant qu'il n'atteigne le cerveau.
Le dentiste affirmait que le sujet avait mangé, sans s'en rendre compte, un morceau de fer qui s'était indubitablement déplacé dans le sinus maxillaire. Le gynécologue affirmait que la mère du sujet, étant enceinte, elle avait un morceau de fer dans le vagin et que le fœtus avait grandi autour de lui. Le médecin de l'hôpital a prétendu que le sujet enfant avait donné un claquement puissant à une surface métallique avec les dents et qu'un morceau de métal était par la force entré dans lui. Imagination totalement débordante. Mais quand on est un scientifique imbu de soi et qu'on cherche toujours des raisons cartésiennes, évidemment, on est capable de donner des explications totalement ubuesques comme ici, quoi. La chose qui peut être déduite est qu'il est évident qu'il existe une relation entre le sujet qui parle d'expérience d'interférence étrangère et la présence de micro-implants, en particulier toujours dans des zones identiques du corps humain. Il est évident que dans certains cas, les pourcentages isotopiques calculés sur les résultats obtenus chirurgicalement ne laissent planer aucun doute sur le type de matière exogène à la planète Terre, qui est utilisée pour la construction de ces objets. La densité spécifique de ces objets est souvent clairement non confondue avec celle des os humains et varie de valeurs très faibles à des valeurs très élevées, ce qui suggère qu'il existe un large éventail de ces implants. Il est également clair que nous avons déjà la technologie pour mettre en évidence la plupart de ces implants, même si nous ne disposons pas encore de la technologie pour les construire. Alors, à quoi ça rime tous ces implants? Les faits et les preuves sont indéniables. Seuls les irréductibles sceptiques qui ne s'intéressent à rien et n'étudient rien peuvent ne pas y croire. Mais je ne fais pas de mes émissions pour eux, mais pour un public éveillé ou du curieux qui va l'apprendre. Il n'y a que 3 hypothèses possibles à ces implants. Première hypothèse, ils sont d'origine humaine. C'est la théorie qui consiste à penser qu'une infime partie de l'humanité est très en avance sur les autres. Deuxième hypothèse, ils sont d'origine extraterrestre. Troisième hypothèse, ils sont d'origine de l'ailleurs. Nous reviendrons sur ce terme. Prenons l'hypothèse humaine, la plus facile. Pour beaucoup, elle va de pair avec l'origine extraterrestre. Il s'agit de la théorie en vogue depuis plus de 60 ans. Des humains haut placés auraient fait un pacte avec des extraterrestres. Un pacte gagnant-gagnant. Les uns donnant leur technologie, les autres bénéficiant du matériel humain comme bon leur semble. De là naissent les différentes zones interdites à tous, comme la fameuse zone 51 aux États-Unis. Il est vrai que personne ne sait ce qu'il se passe dans cette zone, par exemple, y compris, je pense, le président des États-Unis lui-même. Là aussi, les preuves sont irréfutables de l'existence de ces zones. Et ces preuves sont légion pour ceux qui font un minimum de recherche. Cette théorie humain-extraterrestre a l'assentiment de nombreux ufologues et chercheurs de vérité. Personnellement, mais ce n'est que mon avis, je n'y crois pas une seconde. En effet, je ne vois pas en quoi des extraterrestres avec une telle technologie auraient eu besoin de notre assentiment pour quoi que ce soit. Quant à l'hypothèse d'humain seul, elle ne me semble ni viable ni possible vu le nombre d'implants différents qu'il y a. De plus, on peut supposer depuis plus de 50 ans que l'on étudie cela, et que si c'était une hypothèse purement humaine, ces mêmes humains auraient disposé d'une avance de plus de 100 ans sur le reste de l'humanité. Connaissant l'avarice, l'ego des hommes, si tel avait été le cas, ils auraient disposé de leur avance pour faire bien d'autres choses. La deuxième hypothèse, celle des extraterrestres seuls, me pose un problème. Ce problème, c'est l'histoire. Nulle trace d'E.T., d'OVNI avant 1947, Kenneth Arnold et le fameux Roswell. Certes, j'entends certaines théories faire le parallèle avec l'utilisation des premières bombes thermonucléaires en 1945 pour dire que c'est le moment que les E.T. ont choisi pour arriver sur Terre, pour que nous ne la fassions pas sauter, car cela perturberait l'équilibre de l'univers. Alors là, excusez-moi, mais c'est une énorme ineptie, car les forces nucléaires en jeu dans l'univers sont si énormes que même si la Terre était dévastée, cela ferait autant de dégâts qu'une goutte d'eau rajoutée dans un océan. De plus, ce qui me perturbe énormément, ce sont les descriptions
des différentes races aliens décrites lors de ces hypnoses depuis 50 ans. Je ne saurais les compter, entre grands blonds, petits gris, grands gris, reptiliens, dracos, mantides, insectoïdes, delphinoïdes, menthes religieuses, etc., etc. Cela pourrait en effet expliquer le nombre d'implants différents retrouvés dans le corps humain, mais cela ne colle nullement à l'histoire. Or, justement, en étudiant l'histoire, on arrive à la troisième hypothèse, celle de la guerre. Celle évoquée lors de ma vidéo que je vous conseille aussi vivement avec Philippe Palem, qui s'intitule Ufologie, apparition mariale, sur cette même chaîne. On se rend compte depuis la nuit des temps qu'une intelligence se joue de nous. On ne peut s'intéresser à l'ufologie de nos jours sans avoir étudié auparavant ce qu'il s'est passé dans notre histoire. Et c'est en plus très bien documenté. Il y a par exemple des milliers d'observations répertoriées d'apparitions extraordinaires dans les cieux, vues par des milliers de témoins. Par exemple, des cavaliers combattant dans les cieux, des voiliers qui se livrent aux batailles dans les cieux, des armées complètes combattant dans ces mêmes cieux, avec le bruit de ces batailles devant des milliers de personnes. Puis on a vu des locomotives à vapeur dans les cieux, et toutes sortes d'objets divers et variés, mais avec une constante toujours, avec une technologie compréhensible pour l'époque d'observation. Quand je dis compréhensible, je ne dis pas qu'à l'époque, ils savaient comment un voilier pourrait voguer dans les cieux. Mais ils connaissaient les voiliers, tout comme la locomotive à vapeur. Celle-ci n'est apparue, par exemple, que lorsqu'elle n'avait jamais apparu quand elle n'existait pas. On n'a jamais vu une description de locomotive à vapeur, même si on ne savait pas ce que c'était, dans des textes anciens. De nos jours, un voilier ou une locomotive dans les cieux ne serait pas très crédible. Une soucoupe volante, oui. Mais sans parler d'OVNI, il y a aussi dans l'histoire tout un tas d'exemples, tout aussi inexplicables que les implants d'aujourd'hui. Par exemple, Richard Kuhn, né en 1900 à Vienne, biochimiste, lauréat du prix Nobel de chimie en 1938, découvre que les couleurs de la peinture de la Vierge dessinée sur une tilma c'est une cape en fibre d'agave, en 1531 à Mexico, contiennent des colorants inconnus sur Terre. Entre 1979 et 1981, 3 experts photographient en ultraviolet et infrarouge cette tilma et n'y découvrent aucun coup de pinceau, ni esquisse, comme si elle avait été photographiée ou imprimée, ce qui, en 1531, vous conviendrez avec moi, est strictement impossible. Pire, la soi-disant peinture vieille de plus de 450 ans ne comporte pas la moindre petite craquelure, alors que les fibres d'agave sont fragiles et ne dépassent pas une espérance de plus de 25 ans. En 1921, un iconoclaste pose une bombe sous la tilma, une bombe qui souffle les vitres de la basilique où elle est entreposée, ainsi que celle des maisons avoisinantes. L'autel de marbre éclate, mais la tilma, elle, reste intacte, pas une égratignure. Et des exemples comme celui-là, il y en a des milliers. Le temps de l'Inquisition fait propice pour de nombreux témoignages. Ils sont tous aussi, voire même plus extraordinaires que ceux des abductés et des implants. Aujourd'hui, ces cas diminuent et sont remplacés par des scènes d'abduction avec des implants. Il y a eu, au cours de l'histoire, depuis des centaines d'années, des témoignages le plus souvent écrits par des hommes de science de ces époques, qui étaient tous de bonne foi. De télépathie, télékinésie, téléportation, et même de bilocation, c'est-à-dire des témoignages de personnes ayant été vues au même moment à 2 endroits différents. Des témoignages de personnes devant des scientifiques ayant des aptitudes extraordinaires, ou ayant des manifestations incroyables, comme vomir des milliers de petits clous. Tout cela, l'histoire nous le raconte. Comment étudier l'ufologie en 2018 sans prendre en compte ce qui s'est passé dans l'histoire? Comment étudier l'ufologie en dédaignant ce que l'on appelle paranormal? La majorité des ufologues dédaignent totalement le paranormal. Or, il y a plus de preuves et de témoignages en ce domaine, d'études scientifiques documentées qu'en ufologie. Il y a des apparitions mariales, comme l'une des plus célèbres d'entre elles, l'apparition de Fatima, qui ont été analysées et qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à une apparition d'OVNI de nos jours. Je ne comprends pas ce dédain à en faire un parallélisme. Le psychiatre Marc Oraison disait « Certes, dans certaines régions pieuses de la France, il arrive encore des apparitions mariales,
Mais dans l'ensemble, il est frappant de constater que ce sont maintenant en majorité des ovnis qui apparaissent. Par contre, vous avez en ce moment même beaucoup d'apparitions mariales en Afrique. Et que dire des mystiques, des guérisons miraculeuses, de l'handicapé qui ne l'est plus, qui jalonne l'histoire et dont on a des témoignages documentés fort importants. À mettre en parallèle avec certaines guérisons miraculeuses suite à l'observation rapprochée d'ovnis, dont vous pouvez aisément trouver énormément de témoignages. Je vous mets par exemple le livre de Preston Bennett, Guérison extraterrestre, récit authentique. Alors quel est le rapport entre tout cela ? Il faut lire le livre de Philippe Palen pour le comprendre ou au moins regarder mon émission avec lui. Voyage dans les mondes obscurs, chronique de l'ailleurs de Philippe Palen. En 2 mots, un professeur en bioélectricité, le professeur Lipinski, a fait un jour une découverte incroyable en utilisant par hasard un appareil destiné aux écrans de radiation ionisante d'énergie nucléaire. C'est un électroscope modèle BT400 de Biotech Canada. L'unité de mesure de cet appareil est le millirad par heure. Et l'échelle logarithmique va de 0 à 1 million de millirads par heure. Comment l'a-t-il découvert ? En fait, il se déplaçait un jour en voiture sans se rendre compte que son appareil était resté en position allumée. Et il passe devant une église et l'appareil se met à clignoter. Donc ils n'avaient pas le temps, ils étaient 2. Ils se sont dit mince, c'est un peu inquiétant parce que si cet appareil se met à sonner, ça veut dire qu'il y a une source d'ondes nucléaires. Souvent, enfin, dans certaines régions françaises, par exemple, avant de construire une maison, on regarde s'il n'y a pas du radon, parce que ça émet de la radioactivité, pour construire des maisons. Et donc, ils n'avaient pas le temps, ils se sont dit, quand on reviendra, on s'arrêtera à l'église, on va voir, on va faire des mesures, parce qu'il faut absolument prévenir le curé, si tel était le cas. Quand ils sont revenus, l'appareil s'est tué. Donc, ils ont pensé à un défaut, mais cet appareil n'en avait pas, parce qu'il l'avait utilisé un peu plus tôt. Et ils ont remarqué que quand ils étaient passés, le parking de l'église était plein, et que là, il était vide. Ils se sont dit, tiens, mais pourrait-il y avoir une relation de cause à effet ? Et en effet, ils sont revenus quand l'église était pleine, et l'appareil s'est remis à vibrer. Alors, ils se sont demandé s'il y avait une relation. Mais ils ont été à Medjugorje, où encore aujourd'hui, des bus entiers de pèlerins, c'est en Bosnie, arrivent pour voir 4 médiums en transe attendre l'apparition de la Vierge de Medjugorje. Et alors, ils mesurent, lors de prières, près de 100 rads de radiation ionisante par heure. On n'est plus en millirad là, on est à 100 rads de radiation ionisante par heure. 0 quand il n'y a personne. Or, si l'on sait que la dose maximum tolérable permise est de 0,1 rad par jour, les pèlerins auraient dû mourir du syndrome de post-irradiation, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc l'appareil mesure autre chose que des radiations nucléaires. Il mesure une énergie spirituelle ou énergie psychique qui servirait de carburant à une espèce intelligente et invisible, sauf pour certains médias. C'est rapidement résumé, mais je vous conseille ce livre, fort documenté, très bien fait. Alors, quel rapport avec nos extraterrestres, nos aliens et nos implants ? Écoutons ce que dit Jacques Vallée, astrophysicien français, un des meilleurs connaisseurs du phénomène OVNI, auteur de nombreux livres, pour qui veut découvrir la saga des soucoupes volantes et une partie du pourquoi de leur manifestation. Jacques Vallée soutient que les rapts d'extraterrestres sont la principale cause de la floraison de nouveaux cultes qui fleurissent à une vitesse alarmante, surtout aux États-Unis pour l'instant. Normal, là-bas les médias ne font pas barrage sur les apparitions. Jacques Vallée n'a pas tort. Nos ovnis modernes sont responsables de nouvelles et nombreuses sectes qui toutes pratiquent assidûment la prière.
De l'une de ces chapelles naîtra peut-être la grande religion de demain. Cela peut sans doute nous faire sourire, nous les Européens, pendant ce temps-là, les Raéliens, une secte qui attend des extraterrestres sauveurs depuis 50 ans, ont été acceptés comme religion au Canada. Et des Raéliens, il y en a des milliers. Je ne saurais les Lyriens, les Arcturiens, les Ashtariens. Les abductions d'humains par des extraterrestres ne sont qu'une variante des enlèvements d'hommes, de femmes et d'enfants par des entités que l'on nommait autrefois gnomes, lutins, farfadets, elfes, sylphes, fées, nymphes, démons, etc., etc. Il y a encore un élément en faveur de cette hypothèse. Ces extraterrestres qui nous abducteraient seraient d'une part très intelligents pour nous arracher de notre lit, nous faire traverser les murs, nous empêcher de nous en souvenir, nous mettre des implants, mais assez idiots pour ne toujours pas comprendre qu'avec une simple hypnose, on déroule tout. Alors se pourrait-il qu'une race, une entité, des entités hyperdimensionnelles se jouent de nous depuis la nuit des temps? C'est une question dont vous pourrez répondre en conscience une fois que vous aurez étudié tous ces cas. On ne peut étudier juste une partie de l'histoire pour se faire une idée, comme le font beaucoup d'ufologues en commençant leur étude par l'année 1947. Mais il faut étudier toute l'histoire, et surtout toute celle des différentes civilisations. Et la meilleure preuve qui soit est peut-être justement l'absence de preuves. Malgré des milliards de téléphones ayant un appareil photo, pas une seule image à ce jour n'a pu être produite, par exemple, d'un seul ovni. Mis à part des photos très floues et surtout des photos d'ovnis lumineux. Je rappelle que plus de la moitié de tous les témoignages concernant les ovnis ne sont pas des soucoupes volantes, mais des boules lumineuses. Phénomène qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appelle paranormal que l'ufologie. Et je vais vous livrer un petit secret. Si vous avez la chance de connaître des pilotes, surtout des pilotes militaires, entre eux, ils discutent de ces phénomènes de boules lumineuses assez aisément. Ils sont entre eux. Ils n'en parleront jamais, évidemment, dans les médias, déjà. Ce sont des militaires. Mais c'est assez stupéfiant de constater que tous rencontrent régulièrement ces boules qui s'accrochent à leur avion, qui jouent avec eux. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Elles auront toujours un temps d'avance par rapport à la capacité de l'avion. Voilà, j'ai fait une émission succincte. Après, libre à vous, chacun de se faire ses opinions. Je vous donne assez de liens pour pouvoir approfondir ce sujet qui est vraiment passionnant. Moi, ça me passionne, voilà, vraiment. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission qui va être aussi formidable avec quelqu'un d'extraordinaire avec qui je discute depuis longtemps. Je vous dis bye bye, à bientôt, bisous.